Bonjour, il est encore un peu tôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, ce livre, Appartement témoin, est vraiment très intéressant. On y apprend plein de choses, on y trouve même des cartes, on y reviendra à la cartographie. Il est extrêmement bien écrit. Il est aussi extrêmement utile parce qu'il pose la question de ce avec quoi on raconte l'histoire, dans la manière dont on raconte l'histoire. Il pose aussi la question de ce qu'on voit sitôt qu'on décale le regard, qu'on se décale. Pour vous présenter assez brièvement, je dirais que Julie disait à l'instant une perspective interdisciplinaire et pour cause. 3 auteurs, Isabelle Bacouche, vous êtes historienne du fait urbain, historienne de l'histoire de la ville. Éric Lebris, vous êtes aussi en histoire urbaine. Et Sarah Gainsburger, vous êtes sociologue de la mémoire. Alors, comment ça travaille ensemble un groupe de 3 chercheurs avec des objets à l'origine différents, mais qui fabriquent en fait ensemble leur objet propre? Eh bien, pour ce livre, à l'origine de ce livre, Appartement témoin, sous-titre La spoliation des locataires juifs à Paris 1940-1946, ça démarre notamment, je fais un peu de storytelling, mais ça démarre avec la consultation d'un fonds, un dossier, le dossier Perrotin. Dossier Perrotin, à l'origine identifié comme, avec des bornes temporelles 1942-1944. C'est à la fois une archive ordinaire et une archive de la persécution. Et ce dossier, il s'intitule, au moment où vous le trouvez, où vous le découvrez, où vous le consultez, très peu de gens, en réalité, très peu de chercheurs ont consulté ce dossier avant vous. C'est quoi? Il y a une dizaine d'années que vous commencez à le consulter? Oui, c'est ça, il y a 10 ans. 2014, ouverture du premier carton. Premier carton il y a 10 ans. À l'époque, très peu de chercheurs se sont intéressés à ce dossier. Ce dossier, à l'époque, il s'intitule « Archives des réquisitions des logements vacants 42-44 ». C'est assez approximatif, vous l'écrivez comme intitulé. En réalité, ce qui se déplie à travers ce dossier, c'est tout un système qui s'arrime du côté de la préfecture de la Seine. Et puis en 2024, juste avant de faire partir le manuscrit aux presses des éditions de la Découverte, le dossier, il a été renommé. Il s'intitule désormais « Dossier de logement vacant loué par des personnes considérées comme juives et réattribué à des particuliers ». Donc, il y a la manière de labelliser ce fonds, mais ce qui m'intéresse, c'est à nouveau les bornes temporelles, 1943-1959. Et je trouve ça crucial, ce saut que permet d'opérer en fait votre recherche et ce que vous nous restituez dans ce livre, c'est-à-dire qu'on part d'une vision étriquée de ce à quoi on a affaire, 42-44, pour découvrir que, Julie disait à l'instant, lui ont survécu, des pratiques qui ont survécu à la guerre, qui ont survécu à Vichy, 1943-1959, et ça montre bien comment cette approche à la fois pluridisciplinaire et surtout extrêmement inventive de la question de la spoliation a permis de dévoiler tout un objet, toute une façon de faire, toute une façon de se dire aussi pour l'administration au ras des archives, qui était jusqu'ici complètement passée sous silence. Et vous n'y allez pas, j'allais dire, vous n'y allez pas de main morte, c'est-à-dire vous assumez que c'est une histoire de la spoliation que vous revisitez. Alors, Julie Mac, à l'instant, évoquait le colloque de 2022. Il se trouve que j'étais dans le public ce jour-là. Et le mot spoliation, en soi, avait fait débat entre chercheurs, entre chercheuses. Vous revendiquez une approche rénovée, une approche revisitée, une approche dilatée, du coup, de ce que fut la spoliation en intégrant cette histoire locative. Pourquoi vous dites que c'est de la spoliation? Et pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que réplique on va évidemment y venir tout au long de la rencontre, mais ça m'intéressait de démarrer par ça. Pourquoi c'est de la spoliation? Et qu'est-ce que vous reproche quelqu'un qui répondrait attention, ce n'est pas de la spoliation? Et puis après, on va déplier avec une série de questions. Sarah, peut-être. Tu vas pas non plus de main morte. Bonjour à tous et à toutes. Alors, juste
et vous m'interrompez si vous n'êtes pas d'accord, mais on n'a longtemps pas utilisé le mot de spoliation. Le mot de spoliation est vraiment venu à la fin du processus de recherche, mais aussi d'écriture, précisément aussi comme une forme de réaction aux commentaires qu'on pouvait avoir quand, comme ça, de manière un peu non forcément réflexive, on l'utilisait. Donc pourquoi on parle de spoliation ? Alors ça, il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que, donc on parle de spoliation à partir d'aujourd'hui. La spoliation, c'est un terme en fait qui est utilisé après-guerre. Pendant la guerre, les acteurs sont des acteurs de l'arianisation, donc c'est-à-dire d'un processus qui rend non-juifs ariens des propriétés, des droits qui étaient possédés par des juifs. Enfin des personnes considérées comme juifs par la définition raciale du régime de Vichy, et du pillage, c'est-à-dire principalement le pillage des appartements habités par des familles juives. Ça, c'est un peu ce qui aujourd'hui est appelé du terme de spoliation. Et donc c'est un terme utilisé dans l'après-guerre et pas pendant la guerre. Or, à la fin du processus analytique qu'on a développé, on montre que cette réaffectation des baux locatifs, enfin des droits locatifs qui appartiennent aux locataires juifs, est insérée dans ces deux processus. Elle est rendue possible par le pillage au préalable, c'est-à-dire le fait que les Allemands vident les appartements, et elle est accompagnée main dans la main par le Commissariat général aux questions juives, puisqu'on a retrouvé, c'est beaucoup plus large, mais pour donner un exemple, on a retrouvé près de 3000 nominations d'administrateurs provisoires au droit des Juifs sur appartement. Donc, l'outil principal de l'arianisation est bien utilisé pour déposséder les Juifs de leurs droits locatifs. Et c'est une politique qui ne vise que les Juifs. On montre dans le livre que dès qu'une personne on pense que la personne n'est pas juive, ou le processus est arrêté. Donc c'est vraiment une spoliation antisémite. Est-ce que vous voulez poursuivre sur les oppositions qui nous sont faites ? Oui, vas-y, Eric. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, peut-être aussi, je voulais dire que on n'est pas non plus les premiers à l'utiliser. En fait, tous les observateurs de ce processus après la libération de Paris en août 1944 parlent de spoliation. En 1944, en 1945, tout le monde décrit et est d'accord pour dire que c'est une spoliation. C'est ensuite que le terme a été gommé et que cette caractérisation a été effacée et qu'on nous l'oppose aujourd'hui. Il y a deux principaux arguments qui nous ont été opposés, où ce sont des réactions à la fois scientifiques ou simplement amicales, de réactions ou d'interrogations quand on utilise le terme qui semble très dépasser le cadre de ce qu'on étudie. La première chose, c'est que les droits et les contrats de location ne sont pas des biens. Donc, on ne pourrait spolier qu'une propriété, qu'un bien, c'est-à-dire un objet, un bien immobilier, une entreprise. Et on ne pourrait pas spolier un contrat de location ou le droit de jouir d'un contrat de location et d'un local. C'est un point de vue qui nous étonne, parce qu'en fait, à l'époque, en 1943, 44, 45, le terme est utilisé aussi bien pour la dépossession de biens ou de droits également. Tous les textes qui définissent la spoliation, faits, signés à Londres, à Alger ou plus tard à Paris, envisagent parfaitement définissent, mais bon, c'est même pas le problème, j'ai envie de dire. Mais en effet, il y a un profit qui a été tiré pendant la guerre de la redistribution de ces contrats. Personne ne s'y est trompé. Et ensuite, ça a été caractérisé comme spoliation. Mais bon, c'était même pas notre combat. La deuxième chose, c'est que, et on nous dit aussi, mais sans doute, les familles juives qui ont été privées de, quel que soit le terme qu'on utilise, dépossédées, spoliées, ne payaient sans doute plus leur loyer, et ce sont bien des appartements plus ou moins abandonnés qui ont été saisis. On parle de logements vacants. Le dossier Perrotin s'intitule logement vacant. Ce que vous trouvez, c'est pas ça. Ben voilà. Et justement, au contraire, de très nombreux dossiers indiquent que des familles qui n'occupent plus l'appartement continuent néanmoins de payer le loyer. On y reviendra sans doute, mais les loyers à l'époque sont très peu chers
par rapport aux revenus des ménages, et payer un loyer en son absence, c'est possible. Alors évidemment, tout le monde n'a pas réussi à le faire, mais beaucoup de familles qui ne sont pas là physiquement, parce qu'elles sont cachées, enfuies, vivent en clandestinité dans Paris, réussissent néanmoins à payer leur loyer, au moins pendant un temps. Et tout ce qui est justement, toute la procédure qui est inventée par différentes instances, on va y revenir, consiste à résilier un contrat qui a encore cours, que les familles payent ou non le loyer. Mais donc c'est bien tout ce contournement de ce paiement des loyers. Donc l'argument du paiement des loyers, il n'y aurait pas eu spoliation parce que les loyers n'étaient plus payés, d'une part est discutable juridiquement, mais en plus est faux. Isabelle Bacouche, vous écrivez dans le livre que toute politique de violence de masse, toute politique génocidaire libère un parc immobilier immense, qui a donc, ce que vous mettez en évidence, c'est évidemment le profit matériel à la disparition des Juifs à Paris, une disparition qui est organisée dans la ville. C'est massif, et pourtant, cette spoliation locative, ça a été un angle mort pendant très longtemps de l'histoire telle qu'elle s'est constituée. Ça a été aussi un angle mort des intéressés, par les contemporains à la Libération. On a, par exemple, longtemps cru, l'idée reçue très répandue à la Libération, c'est de penser que c'était le fruit d'actes isolés, cette éviction locative, ce hors les murs, cette condamnation hors les murs des Juifs évincés de leur logement. Or, ce que vous montrez précisément, c'est que c'est une politique, ce ne sont pas des actes isolés. En témoigne, par exemple, l'augmentation à partir de 1942. 42, c'est évidemment la rafle du Veldiv. Et au moment où la disparition des Juifs commence à s'organiser et à être prise en charge, elle est relayée par une politique d'expropriation locative. Et puis, en témoigne aussi... si on prend la période à l'autre bout, la grande difficulté des Juifs qui reviennent à Paris ou qui se remanifestent à la Libération à retrouver leur logement. Et ça a accrédité longtemps, ça fait un Larsen cognitif avec l'idée que finalement ça aurait été des actes isolés. Comment vous expliquez que ce soit resté un angle mort, que vous soyez quand même assez défricheur sur cette question aujourd'hui? Alors, tu l'as dit en début, c'est vrai que le fonds d'archives sur lequel on a démarré, il était mal étiqueté, donc j'y reviens pas. Donc ça faisait une raison. La seconde, Sarah et Eric l'ont dit, c'est vrai que c'est la propriété qui a quand même beaucoup occupé tout ce qui concernait l'arianisation et la spoliation. Sur les arguments que tu décris, c'est vrai que c'est massif. On produit dans le livre des cartes. Maël Lenoc est ici, c'est lui qui nous a aidés à faire ces cartes. C'est tout Paris, c'est pas du tout seulement les arrondissements où il y avait beaucoup de familles juives. Donc c'est massif. Alors, sur le fait que ça n'a pas été reconnu comme une spoliation, il y a un autre point, c'est que, et c'est ça qui a rendu notre travail un peu méticuleux et une description très fine, et pas par le haut, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'arrêté du préfet de la Seine, puisque c'est lui qui est à la manœuvre. Il n'y a pas de maire à Paris à l'époque. Il n'y a pas un arrêté ou un texte officiel qui dirait à partir de telle date, on va prendre les appartements vacants. Un appartement vacant, c'est un appartement sur lequel il n'y a plus de bail, il n'y a plus de locataire officiel. Là, nos appartements, les appartements dont on s'occupe au départ, c'est des appartements qui ont été vidés de leurs meubles par les Allemands. Et ces listes sont ensuite communiquées à la préfecture de la Seine. Donc, c'est des appartements dont les locataires sont absents. Mais dans un premier temps, quand ils rentrent dans la machine, ils ne sont pas vacants juridiquement. Mais donc, il n'y a pas eu non plus de texte officiel. Tout ce qui est réparation des spoliations après la guerre, on dit souvent, le retour à la légalité républicaine, on dit on annule ce qui s'est fait, mais on annule en annulant des textes officiels. Tout le processus qu'on décrit dans le livre, et c'est pour ça qu'on procède par petites touches et que la démonstration est faite très progressivement, c'est parce qu'il n'y a pas ce texte qui aurait rendu évident et flagrant cette spoliation. Ensuite, il y a peut-être un autre phénomène, mais Sarah en parlera peut-être plus que moi. C'est vrai que les Juifs qui reviennent à Paris, alors il y a tous les cas de figure, on pourra y revenir, mais les meubles ont été enlevés, donc on tape à la porte et puis on trouve quelqu'un d'autre, parfois des femmes seules avec des jeunes enfants, quand c'est des femmes de prisonniers. Les meubles sont plus là, donc c'est chez soi sans être chez soi. Et puis, il y en a qui ont renoncé. Bon, il y en a qui n'ont pas renoncé, on va y revenir. Mais il y a eu aussi cette idée que, bon, voilà, on était parti et on ne pourrait pas revenir.
Sarah Gainsbourger, il y a une mobilisation, par exemple, des réoccupants d'appartements dont ont été investis des Juifs à la Libération, qui se mobilisent pour faire valoir leurs bons droits. Oui, alors juste, je voudrais préciser, comme Isabelle m'a invité à le faire, le point précédent, pour dire qu'en fait, ce qui se passe, parce que je suis sûre qu'ici, il y a beaucoup de gens dont la famille est rentrée, il y avait quelqu'un dans l'appartement, et vous racontez tous ces histoires-là comme des histoires individuelles. Le but du livre, c'est d'expliquer que c'est une histoire collective, que ce n'est pas du tout isolé, et pourquoi les gens le voient comme une histoire individuelle, c'est qu'il y a une très très grosse différence avec l'arianisation. C'est que l'arianisation, quand on arianise une entreprise, souvent l'administrateur provisoire prend langue avec la famille juive parce qu'il a besoin d'une transmission de comptes, de bilans comptables, etc. Là, c'est l'inverse. C'est l'absence de la famille juive, le fait qu'il n'y ait aucun lien avec la famille juive, qui est le point de départ du remplacement dans le local. Donc du coup, finalement, il y a très peu de gens qui ont été au courant de ce qui se passait au fur et à mesure qu'ils l'ont compris. Donc quand ils sont revenus, ils n'ont pas forcément perçu que c'était dans une histoire collective. Et alors sur l'après-guerre, on doit dire, vous me corrigez si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que vous êtes d'accord, que on a mis du temps à comprendre ce qu'on lisait et ce qu'on comprenait. Parce que nous, on pensait, dans un certain nombre de textes qu'on lisait, on pensait qu'il y avait des mesures qui avaient été prises pour rendre leurs droits aux Juifs à la Libération. En fait, ce qu'on a compris, c'est l'inverse. C'est que la loi a été utilisée pour limiter les droits des locataires juifs à rentrer chez eux. Bon, ça, on y reviendra, je pense. Et donc, dans ce contexte de limitation des droits des Juifs, en fait, soi-disant dans cet rétablissement de la légalité républicaine, c'était encore pas assez. Pour un certain nombre d'acteurs qui s'étaient installés dans ces appartements ou qui avaient tiré profit plus largement de l'arianisation, parce qu'il y a aussi des baux mixtes, il y a notamment une association qui s'appelle les locataires de bonne foi. Il y a eu des mobilisations. Hilary Andin en a fait un article dans ce numéro d'Histoire urbaine de manière précise sur un cas. Nous, on en traite un autre dans le dernier chapitre du livre. Il y a eu 13 manifestations antisémites dans l'espace public à Paris. Antisémites, très nettement antisémites, avec des propos antisémites et xénophobes, parce qu'à ce moment-là, il y a un discours très imbriqué entre le juif et l'étranger, l'un allant avec l'autre, qui avait toutes pour point de départ la décision de justice de réintégrer la famille juive dans un appartement. Et ça a été, ce n'était pas accepté parce que, comme le dit dans une des lettres dont on parle dans le livre, un des nouveaux occupants, on ne comprend pas, les Juifs reviennent. Et ça, c'est le point de tension dans l'après-guerre. Et on se rend compte que, on l'a vu, je pense, enfin, je crois qu'on l'a démontré, mais c'est le point d'accord de tous les acteurs de la politique publique qu'on décrit, c'est que les Juifs n'ont pas vocation à revenir. Ce dont on prend la mesure aussi en vous lisant, c'est que c'est une question ouverte, c'est une question au milieu de la table, au milieu de la presse, par exemple, cette question des logements juifs, comme on dit. Éric Le Bourris, qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça révèle en fait de cette approche par le logement, par les baux locatifs? Qu'est-ce que ça permet de mettre en évidence chez les Parisiens, chez les Parisiennes, au chaud de l'événement? C'est vrai, merci, oui, c'est quelque chose qu'on a aussi eu envie de traiter dans le livre, c'est ce quotidien parisien pendant la guerre, qui est finalement assez méconnu, ou qu'on imagine qui a été traité sous différents angles, mais sous l'angle du quotidien, on a un petit peu du mal à se représenter. Et ce qu'on observe à partir de la question du logement, c'est la conviction partagée par des centaines de milliers de Parisiens de la disparition des Juifs qui serait définitive, que ceux qui sont encore là sont en sursis. On le voit également avec des queues qui se font devant certains immeubles pour visiter des appartements qui sont encore occupés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la perspective de la disparition qui, si elle n'a pas encore eu lieu, est imminente. Et donc, c'est un vaste consensus qui n'est pas forcément exprimé par des mots antisémites. C'est vrai que les courriers qui traitent ces échanges sont très banals. Il n'y a pas forcément de termes très violents. Je demande tel appartement à tel étage. Enfin, c'est souvent très banalisé comme mot, comme expression. Pas toujours, hein. Des fois, c'est très violent. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de conviction partagée qui touche toutes les couches sociales, tous les quartiers, toutes les rues, tous les blocs d'immeubles, dans lesquels, je ne dis pas que ce sont tous les Parisiens, mais on parle de centaines de milliers de personnes qui sont impliquées, qui se mettent d'accord sur la disparition,
c'est vrai qu'on aurait tendance à s'interroger sur qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils imaginaient, etc. Bon, mais en fait, le simple fait de demander, s'installer, participer à la remise en location d'un appartement, c'est la conviction en acte simplement. Donc c'est un antisémitisme en acte plus qu'en mots ou en opinion sur la disparition nécessaire et imminente des Juifs. Parce qu'il y a beaucoup de requêtes. Les Parisiens, les Parisiennes s'adressent à l'administration pour solliciter cette possibilité. Ce sont des milliers de requêtes. Alors après, il y a plusieurs types de requêtes. Il y a les requêtes qui sont un peu les précurseurs, qui demandent avant même que la politique existe. La politique, elle est créée vraiment à tâtons fin 1942, début 1943. Mais les courriers démarrent avant, évidemment. Donc là, ce sont des courriers plutôt adressés à des instances en charge de la persécution. À partir du moment où c'est la préfecture de la Seine, donc l'ancêtre de la mairie de Paris, qui prend en charge cette politique en 1943 de manière claire, bureaucratique. Là, on a des courriers beaucoup plus standardisés, des formulaires. Là, c'est des requêtes et c'est aussi une réponse à la politique publique. C'est ce qu'on voulait montrer aussi. C'est une politique publique. Ce ne sont pas des actes isolés, comme l'a rappelé Sarah. C'est aussi la réponse. Et ça se banalise. C'est visible dans l'espace public. On en parle sans doute au marché. On en parle au bistrot. Il y a des articles dans la presse. Et c'est vrai que c'est assez étonnant aussi, cet oubli après la Libération. Il est en très fort contraste avec l'information massive qui circule. Enfin, quand on ouvre n'importe quel journal parisien en 1943, il est marqué rendez-vous de rue Pernelle pour obtenir des appartements juifs. Enfin, c'est quand même c'est une connaissance de la société parisienne de ce fait qui est l'oubli contraste massivement avec cette circulation d'informations. Isabelle Bacouche, on le disait, c'est un livre qui est vraiment à la croisée de l'histoire urbaine, l'histoire du logement, l'histoire de la Shoah. Donc c'est aussi un livre d'histoire sociale. Et c'est un livre en même temps qui mobilise beaucoup la sociologie du droit, qui réancre les acteurs dans leur pratique. En fait, on peut le dire plus explicitement, ce qu'apporte ce livre et qui est pour moi extrêmement... pas juste utile mais fondamental, c'est aussi de nous permettre d'accéder à cet antisémitisme, non pas des opinions, mais dans les actes, dans les interactions entre acteurs, entre voisins, entre cohabitants d'un même quartier, d'une même rue, d'un même immeuble, mais aussi entre les Parisiens et leur administration. Alors oui, on parle de politique publique, donc elle va se déployer rue Pernelle, une petite rue derrière l'hôtel de ville, à partir de l'été 43, mais avant, Éric l'a dit, il y a des lettres qui sont envoyées à ce qui est identifié comme l'administration des Juifs, c'est-à-dire le commissariat général aux questions juives. Et nous, on a été aussi obligés d'aborder la question par le bas et par les interactions sociales, parce que précisément, les archives de ce bureau de la rue Pernelle ont disparu. Donc nous, on avait juste les petits dossiers qui concernaient chaque appartement qui avait circulé. Donc ça, c'était une contrainte, on va dire, pour l'historien, mais c'est une contrainte qui nous agréait bien puisqu'on fait de l'histoire sociale et qu'on aime bien comprendre. Alors ce qui se passe entre les acteurs, donc il y a, vous l'avez compris, le préfet de la Seine et son service du logement. Et puis, il y a des Parisiens, on ne l'a pas encore dit, je crois, une crise du logement qui est chronique à Paris et qui ne date pas de l'entrée en guerre. Un marché bloqué, vous écrivez. Voilà. Alors, il va être bloqué quand les appartements vont commencer à se libérer et qu'on va essayer de trouver des processus et une manière administrative de les réattribuer. Mais bien avant l'entrée en guerre, trouver un logement, c'est très compliqué, à Paris comme ailleurs. Il y a un fichier des locaux vacants, donc là, vraiment, les locaux qui sont disponibles à la location. Mais il faut le propriétaire... Alors, là encore, Chloé, tu l'as dit, il y a plus de 90% des Parisiens qui sont locataires. Les propriétaires ont en général l'immeuble entier. C'est vrai qu'on n'a plus cette vision-là, maintenant que les immeubles ont été découpés. Le propriétaire, il confie souvent à un gérant la gestion. Il y a une concierge qui est là et qui gère, qui récupère les loyers. Donc tout ça, ça fait une myriade d'acteurs qui se parlent, on peut aller voir la concierge pour avoir des renseignements sur est-ce que l'appartement est vide ou pas. Donc la crise du logement, sur la question de l'antisémitisme, et sur le fait que nous on s'intéressait aux pratiques plus qu'à, enfin pas uniquement, mais on n'entre pas uniquement avec des slogans ou des écrits ou des tracts, c'est vraiment le fait qu'on a besoin d'un logement, qu'il y en a certains qui écrivent au service en question en disant les Juifs ne sont pas là, donc ils occupent 2 logements, notamment quand ils payent leur loyer, comme Éric l'a rappelé. Et ça, c'est insupportable. Donc ces Parisiens, on pose la question, des Parisiens antisémites, point d'interrogation.
La conviction partagée, c'est qu'ils ne reviendront pas, donc on peut s'installer chez eux. Donc c'est déjà un pas vers une mise au banc des Juifs et donc vers une forme d'antisémitisme. Et qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de l'antisémitisme? Est-ce que ça décale le regard sur la nature de l'antisémitisme, sur son intensité? Qu'est-ce que ça nous apprend, votre questionnaire, par exemple? Mais ça peut être tous les trois. Bon, c'est l'arrière-plan du livre, on peut le dire. Le livre raconte cette histoire, mais bien sûr, il a ce questionnement qui est en arrière-plan. Et notamment dans une historiographie de la Seconde Guerre, enfin de la Shoah, qui maintenant est un peu polarisée entre, d'un côté, un État dont tout le monde s'accorde à dire, désormais, enfin presque tout le monde, mais tout le monde devrait s'accorder à dire que c'est un État qui mène une politique antisémite et qui est un État qui collabore activement à l'extermination des Juifs. Ça, je pense que c'est quand même acquis. Mais en même temps, il y a, en parallèle à cette nouvelle certitude historiographique, si tant est qu'on puisse avoir des certitudes en histoire, il y a le fait qu'on met en avant une autre forme d'historiographie qui tendrait à dire que la population civile, elle, a été différente de l'État et de l'administration, en notamment marquant une forte solidarité auprès des populations juives. Alors moi, je pense que ce qu'apporte ce livre par rapport à ça, c'est pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est de dire les choses sont mal posées. On ne peut pas penser à la population civile indépendamment de la politique publique. Et en l'occurrence, ce que montre le livre, c'est comment la mise en place d'une politique publique va légitimer des comportements et inversement, que l'adhésion de la population parisienne à cette politique publique va légitimer cette politique publique. Et c'est pour ça qu'elle s'insère aussi sur la longue durée, et c'est un peu ce consensus que va mettre à mal l'après-guerre. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut comprendre un peu ce que le livre, je pense, apporte sur l'antisémitisme, aussi bien sur comment le définir, mais aussi peut-être comment lutter contre lui. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, l'antisémitisme de ces acteurs-là, ah oui, on a rajouté à la fin, juste assez tard dans le processus d'écriture, un chapitre au début sur l'action des partis collaborationnistes, donc ce qu'on peut appeler rapidement les antisémites purs et durs, quoi. Vraiment, eux, il n'y a pas d'ambiguïté, je ne vais pas reciter les mots qu'ils utilisent, mais c'est vraiment ils sont convaincus. Et eux, dès avril 1941, ils lancent des sortes de commandos dans l'espace public auprès de logements juifs, de locaux juifs. Et là, on voit vraiment bien, il n'y a pas de questionnement, c'est vraiment des actes purement antisémites. Nous, nos acteurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont antisémites dans un contexte et qu'on ne peut pas considérer l'antisémitisme que comme des valeurs auxquelles on adhère et il faudrait changer le logiciel seulement cognitif des gens pour le changer. Ce qu'il faut aussi changer, c'est les contextes dans lesquels l'antisémitisme est activé. Il va être plus ou moins activé dans certains contextes. Et des acteurs qui s'installent, comme l'a dit Eric, qui écrivent des lettres pas du tout antisémites pendant la guerre pour entrer dans les appartements. Après-guerre, quand le contexte change et quand certaines de leur légitimité à être dans ces appartements vont être questionnées, les mêmes acteurs, ils vont se mettre à écrire des courriers explicitement antisémites. Donc c'est aussi ça, je pense, qu'apporte le livre, c'est aussi de réfléchir à un antisémitisme en acte, en pratique et en contexte, et pas seulement à une dimension de représentation. C'est vraiment de l'histoire sociale et pas de l'histoire des représentations. Isabelle, sur ce qu'on découvre de l'antisémitisme à travers cette enquête, ce que ça renouvelle? Je crois que Sarah l'a dit, ces Parisiens qui sont en quête de logement, il y a une forme de banalisation de l'absence des Juifs. Alors, dans les lettres, on lit, ils sont internés, ils sont en camp, ça, mais c'est difficile de savoir ce que ces Parisiens imaginent derrière ça. Il y en a d'autres, un petit peu plus violents, qui disent ces Juifs sur la Côte d'Azur, qui se dorent la pilule sur la Côte d'Azur et qui sont à l'abri des privations que nous subissons. Voilà, donc il y a toute une gradation qu'on décrit, mais il faut aussi dire que cet unanimisme de la société parisienne derrière ces comportements, et quand je dis unanimisme, c'est toutes les catégories sociales, c'est les femmes et les hommes, c'est les riches et les pauvres. Enfin là-dessus,
C'est dans tous les quartiers, on l'a dit. Mais on a déjà parlé de la libération et de ce qui se passe au retour. Ça a été aussi un peu masqué parce qu'il y a beaucoup de familles juives qui ont évoqué le fait que c'était des collabos qui avaient pris les appartements. Hein, et ça recoupe ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que longtemps, on a cru que c'était soit du squat, soit la concierge qui avait filé l'appartement, soit le gérant qui... C'est vrai, les gérants, ils voulaient relouer. Donc, il y en a probablement qui ont reloué en douce sans qu'il y ait tout le processus qu'on décrit. Mais il y a quand même beaucoup de gérants qui veulent rester dans la légalité et qui préfèrent que les appartements rentrent donc dans le circuit qu'on décrit très minutieusement pour qu'un appartement dit juif rentre dans un processus de réattribution. Mais donc, beaucoup de juifs ont pensé que, bon, la première, c'est Ginette Kolinka, avec qui on a eu l'occasion d'en parler. Elle dit, c'est des collabos qui sont installés dans notre appartement. Donc, finalement, le fait de montrer des perpétrateurs qui seraient spécifiquement antisémites et collabos ou vichistes, parce qu'il y a aussi la nuance, ça a été aussi alimenté par certaines familles juives quand elles sont rentrées. Et ce que montre le livre, c'est justement le fait que c'était diffus dans toute la société parisienne. Justement, peut-être Eric, est-ce qu'on peut raffiner entre une politique vichiste et une politique antisémite? Quel sens ça a de se poser cette question, qui est une question que vous prenez en main dans le livre, mais... Vichiste, déjà, c'est assez compliqué comme question, puisqu'en effet, c'est une politique locale. Ce n'est pas une politique pilotée depuis la ville de Vichy. C'est une politique menée par des instances locales qui n'ont de légitimité à agir qu'à l'échelle de la région parisienne, enfin du département de la Seine à l'époque, qui comprend Paris et puis les communes de proche banlieue. C'est une politique locale, donc on n'a pas étudié ce qui s'est passé dans d'autres villes de France, où très possiblement des politiques similaires ont pu se produire, mais ce ne sont pas ces décideurs-là qui étaient à la manette. Et c'est intéressant aussi, puisqu'en effet, vraiment, il y a on sent c'est ce qu'on décrit dans les premiers chapitres du livre, c'est la montée, la pression sociale, si on veut, les demandes qui viennent du bas, des Parisiens, des gérants, des propriétaires, qui, comme l'a dit Sarah, poussent, on sent une demande, une expression, avec aussi une pression de la part d'acteurs, d'activistes vraiment antisémites, pour le coup pas forcément vichistes. La mise en œuvre, en revanche, elle gomme beaucoup tout. Une fois que c'est mis en œuvre, c'est très bureaucratisé, c'est-à-dire que pour obtenir un appartement juif, c'est les termes utilisés à l'époque, il n'y a pas besoin d'être antisémite, il n'y a pas besoin de le revendiquer, il suffit de se rendre de rue Pernelle et de remplir un formulaire. D'ailleurs, les mots employés pour occuper les appartements, il n'y a pas de... C'est un système de... C'est une politique sociale qui se pense aussi, je pense, c'est ce qui explique aussi la continuité ou la résistance après la libération de la ville, c'est que les fonctionnaires de la ville de Paris qui mènent cette politique sont persuadés, se lèvent le matin en pensant agir au profit des Parisiens, je pense. Ils font une politique sociale, alors une politique sociale sur le dos des familles juives, mais c'est une politique sociale, et elle s'imagine comme ça, c'est les termes qu'elle emploie. On a des formulaires qui ressemblent vraiment tout à fait à des formulaires de demande de logements sociaux à remplir pour obtenir un appartement. Et d'ailleurs, le service du logement qui traite cette demande, c'est une extension du service des logements sociaux de la préfecture de la Seine. Donc ça se passe dans le parc privé de logement, mais c'est une extension du parc public. Donc il y a vraiment un lien assez fort comme ça avec tout le domaine d'une action publique ordinaire du logement et qui permet de la masquer, de l'effacer. Et ça explique aussi sans doute l'effacement en termes matériels, je veux dire des archives qui sont noyées parmi les archives des logements qu'on appelle habitation à bon marché à l'époque. Et c'est vrai que voilà, donc il y a toute une couche de... Mais on ne peut pas dissocier, en fait, je pense que voilà, cette politique, elle est complexe pour ça, et c'est pour ça que ça permet de la gommer, et ça permet aussi, après la guerre, de dire mais on a juste réattribué des logements vacants. Enfin voilà, il y a tout un vernis d'une politique sociale qui est à la fois mobilisée pour dissimuler et en même temps réelle. Il y a vraiment une inspiration sociale. Alors sur le dos des Juifs, c'est une politique sociale négative, pour reprendre les termes d'historiens autrichiens qui ont travaillé sur cette question. Mais voilà, c'est une part importante et c'est aussi ce qui explique la participation massive, l'utilisation. Enfin voilà, c'est le profit social tiré de la persécution des Juifs. Oui, on peut dire. Oui, c'est plus aussi pour la question de la collaboration. C'est vrai que
il y a quelque chose qui nous a intéressés, et c'est très discuté à la Libération, c'est qui parmi ces familles installées dans les appartements a eu l'appartement grâce à la fréquentation des Allemands. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers qui comprennent une lettre de recommandation signée par un dignitaire allemand. Et du coup, il y a l'image que peut-être ceux-là seraient plus collabos que les autres. Et quand on pense collabos, quand les courriers parlent des collabos à la Libération, on pense à ça. Et c'est vrai qu'on pisse dans les dossiers. Qui a une lettre? On sent que même la préfecture de la Seine remet ses courriers allemands, que d'ailleurs les fonctionnaires français ne parviennent même pas à déchiffrer d'ailleurs. Il y a juste un mot en allemand dans le dossier, donc on le donne à l'armée française qui fait la chasse aux collabos. Enfin, on sent que vraiment il y a qui... Enfin voilà, le point, le contact avec les Allemands devrait cristalliser un peu un engagement idéologique, etc. Bon, ce qu'on a voulu aussi montrer dans ce chapitre-là, en effet, c'est que, en fait... ils ont tous collaboré ou aucun n'a collaboré. Je veux dire, le simple fait de participer à l'opération est une marque d'adhésion, au moins par les faits, à la politique. Certains ont une lettre de recommandation d'un Allemand, mais ce qu'on montre dans le livre, je pense qu'on voulait insister beaucoup là-dessus, c'est que c'est très banal, en fait. Certains vont avoir une lettre de recommandation d'un officier allemand, mais d'autres ont une lettre de recommandation du président du conseil municipal de Paris, et les documents ont la même valeur, en fait. Enfin, il n'y a pas une priorité à l'un ou à l'autre, c'est aller chercher, lester un dossier, c'est banal. Ce que ça montre aussi, c'est l'intensité des relations sociales entre Parisiens et Allemands à l'époque, que moi, en tout cas, on n'avait jamais vu décrite par ailleurs. Les Allemands, ce sont simplement un officier qui va chez le coiffeur et recommande son coiffeur, va au restaurant. Enfin, il y a une présence allemande dans Paris et surtout dans des quartiers plutôt de l'ouest parisien qui est massive et qui signe des recommandations à tour de bras à qui les demande. C'est d'une banalité. Enfin voilà, la banalité de ces relations sociales entre Parisiens et Allemands nous a paru aussi quelque chose d'intéressant. Isabelle. Oui, peut-être on redit quand même un point important qu'on n'a pas dit jusque-là, c'est que cette politique publique qu'on a guettée et qu'on a scrutée, elle s'est mise en place pour reloger dans un premier temps, c'était l'argument, une politique sociale, c'était pour reloger les sinistrés des bombardements autour de Paris. Donc là, on va dire, les Parisiens qui étaient destinataires normalement de ces appartements, c'était ceux qui, depuis Boulogne, Le Bourget, Noisy-le-Sec, Courbevoie, tous ceux qui avaient leur habitation qui était inhabitable ou endommagée, qui devait être relogée. Donc là, il y a une politique sociale de relogement qui se met en place. Et puis là, Eric vient de parler donc on va dire des pistons pour dire vite, soit des Allemands. Et Eric parle très bien l'allemand, ça nous a aidé à déchiffrer tout ça. Et puis d'ailleurs, je voudrais faire une mention pour dire on a brassé beaucoup d'archives, on a été aidés, ils sont là aujourd'hui, Pierre Corzec et Eurydice Boussac. Et puis j'ai cité Maëlle, donc on a quand même été... Et puis beaucoup de collègues qui nous signalaient, donc ça a été collectif au-delà de nous trois, hein, c'est important. En tout cas, en gros, une fois qu'on a fait les comptages et qu'on a vu tous ces dossiers, il y a à peu près la moitié de sinistrés qui investissent ces appartements, et l'autre moitié, c'est des Parisiens qui sont soit voisins, soit pistonnés, soit à la garde républicaine. Enfin voilà, il y a des tas de gens qui vont... Ça explique aussi cette effervescence sociale tous azimuts. Oui, Sarah. Juste parce que, justement, comme tu viens d'aborder la question des sinistrés, et ça, tu as demandé qu'est-ce que les gens nous disent quand ils ne veulent pas qu'on parle de spoliation. C'est quand même bien normal. Vous vous rendez compte ce que c'est d'être sinistré? C'était quand même normal de les reloger. On ne se connaît pas, mais évidemment, je ne suis pas pour que les gens restent à la rue. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est deux choses. D'abord, on estime à environ, en 1942, quand tout ça commence à se mettre en place, bon an, mal an, à 1 million d'absents de la préfecture, de personnes, 1 million de personnes qui n'occupent plus leur logement. D'accord? Et tout ça est très compliqué à calculer, mais on estime au maximum que sur ces 1 million, il y a 10% de personnes juives. Donc, on se rend compte, c'est pas très compliqué, qu'il y avait beaucoup d'autres logements qui étaient possiblement disponibles. Et deuxième chose, il existait d'autres outils juridiques que d'effacer les droits des locataires juifs sur ces appartements. Il pouvait y avoir, et d'ailleurs, dans un des chapitres, on montre que quand les propriétaires se rendent compte que finalement, ce n'est pas vraiment des juifs qui sont locataires, ils disent « Ah, comme il est anglais, bon, je veux bien reloger les sinistrés, mais je vais faire un bail précaire. » C'est-à-dire un bail qui autorise la personne à occuper l'appartement tant que son locataire légitime, qui se trouve finalement être anglais et pas juif, n'est pas revenu. Mais quand il revient, le bail prend fin parce qu'il est précaire, temporaire.
Il y avait plein d'autres solutions, ils pouvaient être sous-locataires. Enfin, il y avait plein d'outils juridiques qu'on voit en creux apparaître tout le long de notre recherche. Voilà, c'est pour donner un contexte, pour que vous compreniez, il ne s'agit pas du tout d'opposer une légitimité de sinistrés qui ne seraient pas légitimes à habiter quelque part. Évidemment, ils le sont. Mais, et donc après-guerre, comme le dira une des personnes qui essaye de récupérer son appartement, et qui a été en camp, dont la famille est morte, etc., qui dit « Mais qui sont les plus sinistrés d'entre nous ?» Quand on lui oppose la dure situation des sinistrés qui habitent chez lui, qui sont les plus sinistrés d'entre nous, et il fait la liste, je n'ai plus de travail, je n'ai plus rien, je n'ai plus de meubles, je n'ai plus de famille, je n'ai plus d'argent, je n'ai rien. Voilà, excusez-moi. On va revenir juste après sur la limitation des droits des Juifs à rentrer chez eux. Une fois, on fait des allers-retours, bien sûr, entre le temps chaud de la collaboration et la libération qui nous permet de prendre la mesure de ce qui s'est passé. Mais peut-être, Sarah, dire un mot quand même de cette arianisation des droits locatifs. Elle procède aussi d'un bricolage et de plusieurs institutions, d'un maillage institutionnel, mais qui ne va pas forcément de soi au début. Bah, ça allait tellement pas de soi qu'on a mis beaucoup de temps à le comprendre, et que c'est qu'en écrivant le chapitre qu'on a fini par dire « Ah oui, en fait, c'est ça qu'on étudie depuis 10 ans. » Parce que, ça, c'est aussi important de le dire, Chloé, tu as dit qu'il y avait ce fonds d'archives qu'Isabelle a découvert au départ, qui est à l'origine du projet, qui était mal indexé, pour le dire vite, mais il y en a d'autres. C'est une histoire de dissimulation dans les archives, pas forcément que ce soit conscient, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait, c'est peut-être des catégories cognitives qui n'arrivaient pas à... Et il y en a un autre, dans les archives du Commissariat général aux questions juives, donc il y a un fonds, donc le fonds AJ38, et il y a toute une bobine qui s'appelle « Fichier tomographique des immeubles », mais en fait, ce n'est pas du tout des immeubles, c'est près de 3000 petites fiches de nomination d'administrateurs provisoires aux droits des Juifs sur appartement. Donc, comment comprendre? Et donc, c'est encore le niveau supérieur, le niveau extrême de ce que disait Isabelle tout à l'heure, qu'il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte de loi qui décide de l'opération qu'on étudie. C'est même pire que ça. C'est que cette opération, elle va contre la loi. Quelle est cette loi? Donc, la loi sur l'arianisation, mais je vais être très rapide parce que c'est très compliqué, elle considère que tous les biens et les droits des Juifs doivent être pris, entre guillemets, arianisés, à l'exception de, je mets des guillemets, l'habitation personnelle. D'accord? Donc, où le Juif, la famille juive habite, on doit lui laisser. Pour quelle raison? C'est qu'en France, contrairement à la plupart des autres pays d'Europe, il n'y a pas de décision de créer un ghetto ou un quartier réservé. Donc, puisque les Juifs ne vont pas être rassemblés dans un espace, il faut bien qu'ils habitent quelque part, parce que sinon, comment on va les trouver pour les arrêter? Et c'est bien l'adresse qui est l'outil principal du recensement, par lesquels on va les retrouver. Donc c'est marqué dans le texte de l'été 41 qui décide de l'arianisation, c'est marqué cette arianisation s'arrêtera aux portes de l'habitation personnelle. Notamment, si on possède un immeuble et qu'on habite dedans, on doit pouvoir garder la jouissance de son appartement. Donc ça n'arrange pas du tout le Commissariat général aux questions juives. Vous imaginez, vous voulez vendre un immeuble et l'ancien propriétaire a le droit de garder son droit dans l'appartement. Bon. Ça arrange personne. Bref, et donc cette loi, elle dit l'habitation personnelle, sauf exception motivée. Et en fait, ce que va cette négociation, cet accord un peu implicite entre le Commissariat général aux questions juives et la préfecture de la Seine, il doit être compris à travers cette question de l'exception motivée, puisque l'exception, c'est qu'il faut quand même aider les sinistrés. Et que donc ça, c'est une bonne raison pour ne pas laisser la jouissance des appartements. Mais il y a des familles juives qui vont jusqu'au Conseil d'État pour défendre leurs droits. D'ailleurs, le Conseil d'État leur donne raison. Et c'est après, en disant que l'exception n'est pas motivée parce que précisément la question des sinistrés n'a pas été mise en avant. Et par la suite, elle le sera de manière explicite. Et sur cette... Donc, voilà, donc c'est dans un cadre légal que cette opération ne respecte pas, qu'il faut la comprendre. Et par ailleurs, cette opération va aussi s'affranchir d'un très grand nombre de lois. Par exemple, à partir de 39 et 40, il y a beaucoup de lois qui sont passées pour renforcer la protection des locataires, notamment quand ils sont prisonniers de guerre. Donc un prisonnier de guerre ne peut pas être expulsé de son logement, en gros, pour le dire vite. Or, comme vous le savez sûrement,
15 000 des prisonniers de guerre sont juifs. Et il y a plusieurs cas dans le livre de prisonniers de guerre où, en connaissance de cause, donc un prisonnier de guerre juif ne peut pas perdre la jouissance de son bail, puisqu'il est prisonnier de guerre, avant d'être juif, en l'occurrence dans ce cas. Mais visiblement, c'est l'inverse. Et donc, en connaissance de cause, la préfecture de la Seine va quand même installer des gens, mettre fin aux droits des juifs sur appartement et installer des gens dans ces appartements. Éric Lebrus. Oui, pour ajouter, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement pourquoi toutes les trois instances qui mettent en place cette politique n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte de loi. Il y a des échanges, mais qui n'aboutissent pas entre le commissariat général aux questions juives et la Dienststelle Westen qui paye les meubles. Mais c'est vrai que l'hypothèse qu'on a développée, c'est que le grand gagnant de toute cette histoire, c'est la préfecture de la Seine. C'est elle qui finalement met la main et devient le chef d'orchestre principal de cette politique. Et le bénéfice qu'elle tire, elle, de cette politique, et du fait principalement qu'il n'y ait pas de texte, c'est que sans doute aucun juriste n'aurait pu se mettre d'accord à faire un texte qui imposait des locataires privés à des propriétaires privés dans le parc privé. Enfin, je pense que c'est impossible, en fait. Et c'est-à-dire que la résiliation du bail, si jamais le bail avait été résilié d'une manière plus ou moins légale, du coup, le propriétaire pouvait relouer à qui il voulait. Mais du coup, donc c'est tout un montage qui permet à la fois de résilier, d'évincer les juifs, tout en forçant les propriétaires à prendre un locataire désigné par la puissance publique. Donc c'est un montage sans doute qui n'aurait jamais pu être transcrit par une loi ou décrit, mais c'est ce qui est, comme l'a dit Isabelle, bien dit Isabelle tout à l'heure, c'est ce qu'on observe très précisément dans des milliers de dossiers. J'ajouterais néanmoins peut-être que le fonds 133W qu'on a étudié, il n'est pas complet. On sait qu'il y a 9000 dossiers d'appartements, mais ça ne recouvre pas ni de manière exhaustive l'activité du service de la rue Pernelle, ni toutes les autres procédures qui ont été mises en œuvre, puisque ce fonds il a été créé au printemps 1943 et on sait que la réattribution des appartements a commencé avant. Oui, juste un mot pour illustrer ce que Éric vient de dire. Je me souviens d'une correspondance où il y a des Français des services de la préfecture de la Seine qui rencontrent les Allemands et qui disent non mais on ne peut pas faire ce que Éric vient de dire, c'est-à-dire avoir une loi qui force les propriétaires. Et il y a l'Allemand qui répond écoutez, c'est la guerre, donc faites quelque chose. Donc voilà, dans ces négociations, il n'y a pas eu de texte qui a pu stabiliser et finalement visibiliser la politique qu'on étudie. Ce qu'on se demande aussi en vous écoutant, Sarah mentionnait l'idée des catégories qu'on a en main en fait quand on a ces archives-là. En fait, c'est quoi un appartement juif? C'est quoi l'appartement d'un juif? C'est quoi un juif? Est-ce qu'il y a par exemple un écart, une distance entre la manière dont l'administration attrape ça et la manière dont les gens qui font les requêtes, les au ras du sol, font probablement, je me souviens en lisant votre livre de cette lettre qui disait l'appartement de la juive avec l'adresse juste derrière. Est-ce que ça en objectivant de quoi on parle, on attrape aussi à la fois un imaginaire antisémite, des pratiques antisémites et puis une administration? Je ne sais pas pour qui. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a assez vite, parce qu'on est quand même dans un temps très resserré, vous l'avez compris, 42, bon, on va au-delà de 44, mais ça, c'est quand même un autre contexte. Là, il y a un langage commun qui s'est mis en place. Il y a des formulaires qui sont imprimés, appartements juifs, il y a des gérants qui, pour certains, ont encore pignon sur rue sous forme de syndic. Ils ont des formulaires appartements israélites et ils remplissent avec le nom. Comme on manque de papier, on reprend les mêmes ou les pelures et on raye le nom précédent de la famille juive précédente, on en rajoute une. Donc d'ailleurs, on a pisté d'autres appartements comme ça avec ce qui était barré. Donc là, et puis on le publie dans le livre au printemps 44, après le bombardement de la Chapelle et du 18e arrondissement, où là, le bombardement touche Paris véritablement. Là, il va y avoir une accélération et une reconfiguration. Et là, on imprime des formulaires locaux israélites. Donc là-dessus, oui, ça se fait très très vite finalement, cette connivence et ce savoir partagé sur le fait qu'un appartement juif, c'est un appartement différent d'un appartement non juif. Et d'ailleurs, ça a été dit, quand il y a erreur... on a cité l'exemple il y a quelques jours, il y a un appartement d'une famille basque, quelqu'un a cru qu'il était juif, et ben, ils ont rétropédalé, et puis voilà, donc ça se fait beaucoup sur le nomastique d'ailleurs. Ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que tu disais, qu'est-ce que ça dit des catégories des Parisiens? En fait, alors déjà, ça dit qu'un appartement juif, je pense que c'est d'abord un appartement qu'on voudrait avoir.
Et ça tombe bien si le nom de la personne qui l'occupait et qui n'est pas à Paris a un truc un peu pas vraiment français. Je mets des guillemets, évidemment. Et donc, c'est ça, en fait, le point de départ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un système d'autoréférencement de ce qu'est un appartement juif. Parce que, d'un point de vue administratif, un appartement juif pour la préfecture de la Seine, c'est un appartement qui a été vidé par la Dienststelle Westen. Donc ça, c'est l'opérateur allemand qui vide les appartements. Ça, c'est la définition pour la préfecture de la Seine. La préfecture de la Seine a besoin de l'autorisation des Allemands pour réaffecter l'appartement. Il doit d'abord être vidé. OK, mais pour trouver l'appartement, pour que la Dienststelle Westen identifie l'appartement comme un appartement juif, elle repose beaucoup sur la population civile parisienne. Et ça n'a rien à voir, en fait, avec une définition, on dit, il y a une définition raciale mise en place par les ordonnances françaises et allemandes de ce qui est juif, mais ce n'est pas le problème, là. Ça peut être le problème quand il y a des contestations qui sont faites après l'action de la Dienststelle Westen. Une fois que l'appartement est vidé, il y a des gens qui vont parfois contester, preuve à l'appui, au commissariat général aux questions juives en disant ben moi, je ne suis pas juif, l'appartement, vous devriez pas, il n'aurait pas dû être vidé. OK. Mais en amont, pour qu'il soit identifié, il n'y a pas une vérification raciale. Il y a les gens du quartier sont d'accord pour dire que c'est un appartement juif. Le nom a l'air de coller. D'ailleurs, quand on leur signale des appartements Picard, Carcassonne et tout ça, des noms dont on sait quand on étudie ces questions qu'ils ont un rapport avec le judaïsme, mais qui, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ils ont l'impression que Picard, c'est quand même... voilà, c'est pas juif. Et ben, ils écrivent d'ailleurs au commissariat, est-ce que c'est bien des noms juifs, etc. Donc, en fait, il y a une sorte de vision vernaculaire de ce qu'est un juif dans le quartier, où on sait qu'un tel est juif, mais surtout, c'est aussi lié, imbriqué avec la convoitise. Je ne sais pas si ça répond à ça. Si, mais alors du coup, si on revient à notre politique de limitation des droits des Juifs à rentrer chez eux une fois la libération, du coup, c'est quoi les catégories de cette tension, enfin non, c'est euphémistique, de ce conflit entre le droit, le bon droit, la morale une fois qu'on est en 46, en 47, je disais, je reprends mes bornes de votre dossier Perrotin, enfin du fond que vous travaillez au râteau très très fin, 43-59. Donc, dans les 10 ans qui suivent la libération, ça devient quoi un appartement juif? De quoi on parle? Qui parle de quoi? Comment fait la France libérée ou Paris libéré, la préfecture de la Seine? On fait l'ordre des chapitres. Ils objectivent. Donc c'est moi qui commence. Est-ce qu'il y a un chantier pour se dire, au fait, c'est quoi un appartement juif en 46, en 47? Alors, pas du tout. Donc, la libération, c'est en août 44. Donc là, il y a des familles juives qui reviennent à Paris. Elles reviennent chez elles. Il y a quelqu'un chez elles. Ça, c'est le point de départ. Bon, ça arrive qu'il n'y ait personne, que le contrat ait quand même été travaillé par tout ça, mais il n'y a personne, donc dans ces cas-là, elle se réinstalle. Mais quand il y a quelqu'un chez elle, plusieurs solutions, mais je vais être rapide. Soit il y a une discussion à l'amiable et les gens arrivent à se mettre d'accord. C'est très difficile à documenter, mais on en a quand même trouvé. Parfois même, les gens cohabitent dans le même appartement parce qu'ils se disent j'ai plus d'appart, moi aussi j'en ai plus, on n'est quand même pas des monstres, on va essayer de trouver une solution. Et souvent, il y a des conflits. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on arrive à documenter le plus facilement, mais c'est quand même beaucoup de travail, c'est le recours au tribunal. Donc, ce que font les familles juives, elles vont devant le juge des référés, puisqu'elles considèrent que le problème est urgent et évident. Et d'ailleurs, le juge des référés considère le problème urgent et évident. Et le juge des référés dit... J'ai 2 contrats locatifs en face de moi, un ancien, un nouveau. L'ancien n'a pas été... il n'a pas été mis fin de manière régulière, donc c'est à la famille juive de rentrer chez elle. Et elle décrète systématiquement le retour des juifs. Même quand il y a eu une expulsion de droit commun en bonne et due forme de la famille juive pendant la guerre au titre qu'elle ne payait pas le loyer, elle considère que, compte tenu de la situation et de la persécution raciale, la famille n'était pas en situation de se défendre, de respecter le principe du contradictoire, et elle annule l'expulsion. Et donc, la famille juive peut rentrer. Alors, parfois, il y a des petites adaptations. On attend un tout petit peu que la personne se retourne. Enfin, bon. Mais en gros, les droits des juifs sont respectés.
et ils sont rétablis dans leurs droits. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de contentieux? Alors, on n'a pas retrouvé... Là, on parle de la période fin août, début novembre 44. Parce que la suite de l'histoire arrive, c'est mes collègues qui vont... Donc là, il n'y a pas énormément de contentieux. On a retrouvé pour l'instant, mais bon, une centaine de référés. Oui, peut-être tu dis les droits des juifs, mais en fait, les archives du juge des référés n'identifient pas les familles comme juives. Le mot n'apparaît pas dans ces archives judiciaires. Néanmoins, l'histoire qui en découle montre bien la persécution. Et puis, on voit aussi qu'il s'agit souvent d'appartements qu'on a identifiés par ailleurs, reloués par l'intermédiaire de la préfecture de la Seine. Et on comprend quand même que 99% des demandeurs dans ces jugements sont des personnes qui ont vécu la persécution. 1% peut-être d'autres Parisiens ont été privés de leur logement pour diverses raisons, des familles prisonniers de guerre, STO, fuite. Mais enfin, quand même, ça concerne majoritairement et presque exclusivement des familles juives. En revanche, il y a cette rupture, quelque part, ce regard n'est pas du tout adopté par la préfecture de la Seine. La préfecture de la Seine, comme je le disais, continue après la guerre de considérer qu'elle a œuvré au bien des Parisiens. D'ailleurs, elle n'a pas arrêté de le faire le 24 août. On a des traces de réaffectation d'appartements le 31 août par la mairie du 17e arrondissement, par exemple. Mais néanmoins, voilà, il y a un doute. Comme je le disais tout à l'heure, il y a l'armée qui saisit les dossiers, des demandeurs qui continuent de venir, et puis des familles juives qui apprennent néanmoins l'existence de cette instance de rue Pernelle. Donc convergent vers cette adresse plein de familles qui ne savent pas, n'ont pas forcément les moyens d'aller au tribunal, se renseignent, ont appris la réaffectation de l'appartement par un biais pas très légal et se demandent pourquoi l'administration qui a fait quelque chose ne pourrait pas défaire sur quelque chose de manière aussi expéditive qu'elle l'avait réalisé quelques mois plus tôt. J'avoue, c'est quand même une grande surprise de l'enquête, on a été étonnés, et ce sont les petits papiers qui justifient qu'on a jusqu'en 1959, justement, c'est que l'administration prend très très clairement et unanimement la défense de ses anciens clients, renvoie les familles juives en refusant de leur donner de l'information, leur donne des informations mensongères, en aide quelques-uns, mais quand même globalement c'est une fin de non-recevoir. Nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes pas compétents, nous n'avons rien fait. Ce n'est pas raciste. Voilà, c'est en tout cas un bloc comme ça, et en parallèle prodigue des conseils juridiques aux familles qu'elle a installées pour les conseiller comment faire, comment vous pouvez faire pour mieux rester dans les appartements, et on vous conseille de ne surtout pas bouger des appartements. C'est assez étonnant, c'est vrai qu'on a été un peu interloqués. C'est des petits papiers au début qui sont... En fait, les dossiers sont incrémentés comme ça avec tous les ajouts faits après la Libération. Alors, ils ne sont pas dans tous les dossiers, évidemment, mais on avait du mal à le comprendre au départ. Et c'est vrai que, voilà, en septembre, octobre 1944, ça va même au-delà de ces conseils individuels. La préfecture demande aux mairies, sous sa direction, de ne pas aider les familles juives qui demanderaient à récupérer leur appartement. La préfecture écrit au ministère de la Justice, qui est en train d'imaginer quelque chose pour peser de tout son poids pour expliquer que ce ne sont pas des collabos dans les appartements, que la préfecture a fait son devoir, c'est un travail de lobby fait à l'échelle du gouvernement. On sait qu'il y a des voix différentes, on voit à la mairie du 18e, dans l'armée, à la mairie du 3e arrondissement également, on voit des voix au contraire qui tentent de défendre les familles juives dépossédées, mais la préfecture pèse de tout son poids. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant, en principe la préfecture est dirigée par un ancien résistant. Néanmoins, c'est vrai qu'en dessous de ce résistant, en fait, tous les noms qui sont en poste après la Libération, on les connaît puisque ce sont des gens qui n'ont pas bougé. Donc c'est pour s'exonérer. Oui, s'exonérer, et eux, et continuer. Il y a même une citation qu'on a trouvée citée par l'avocat d'une famille juive qui se rend au service, et on lui répond, l'administration est unique, l'administration n'a pas changé et continue de défendre sa politique. Isabelle. Oui, il y a une grande continuité de l'administration, une continuité des personnels, le bureau de la rue Pernelle subsiste. Éric l'a précisé, et puis Sarah aussi, il n'y a pas le mot juif dans les documents judiciaires qui sont les référés qui sont produits entre août et novembre 1944. Il n'y avait pas non plus le mot juif dans le fond qui nous a fait démarrer, alors que maintenant on a introduit personne présumée juive. Donc voilà, quand il n'y a pas le mot, ça explique aussi que tout ça est dormi pendant des dizaines d'années. Je reviens à notre sujet, ce qui s'est passé donc avec ce qu'ils viennent de décrire, et les relogés, donc les clients de la rue Pernelle écrivent en disant
qui veulent rester, qui ne comprennent pas ce qui se passe. On est quand même dans une situation de bouillonnement et de guerre civile au pied de nombreux immeubles, puisque c'est dans tout Paris. Donc, il faut calmer le jeu. Et donc, le ministère de la Justice va finir par accoucher d'une ordonnance, alors de 2 ordonnances plus exactement, ça complexifie l'affaire, au JO du 15 novembre 1944, donc 2 ordonnances du 14 novembre 1944. La seconde, je commence par la seconde, sur la même page, la seconde traite des spoliations et de l'annulation des spoliations qui ont eu lieu pendant la guerre en s'appuyant sur des textes qui avaient déjà été pris par la France libre dès 1943. Mais l'introduction de la deuxième ordonnance dit clairement, à l'exception des baux qui sont traités par l'ordonnance qui est juste avant. Et l'ordonnance qui est juste avant, eh bien, s'intéresse à ce dont on vous parle depuis une bonne heure, c'est cette dépossession et cette spoliation des baux par la puissance publique, par l'administration. Et cette ordonnance, au début, quand on l'a découverte, on s'est dit « Ah bah ça y est, ils ont légiféré, les Juifs vont pouvoir rentrer. » Et puis quand on la décortique et quand on voit ces dispositions, les catégories qui sont mises en place, le fait, bon, je vais aller vite, mais dans l'article 2, il est clairement dit que... alors non, d'abord, il est dit que les familles juives doivent aller non plus devant les référés. Oui, alors, pardon, là encore, il n'y a pas le mot juif, effectivement, que ceux qui veulent récupérer leur logement doivent aller devant les justices de paix à l'échelon de l'arrondissement. Donc là, on a commencé à dépouiller les justices de paix. C'est là que Eurydice et Pierre nous ont bien aidés pour essayer de documenter ce qui s'est passé à partir de cette ordonnance. On constate donc que si la famille est véritablement sinistrée, là, la situation est bloquée. Hein, et ce qu'on va imposer quand même comme condition... On dit à la famille donc juive, mais sans le dire, qu'elle est réintégrée, mais elle ne pourra effectivement être réintégrée que quand les autres auront trouvé un logement. Or, on revient à ce que je disais tout à l'heure, crise du logement. Donc, voilà, c'est pour ça que notre fonds va jusqu'en 59, parce qu'il y a effectivement encore des gens qui écrivent dans les années 50 en disant « j'attends toujours », ou alors on leur dit aussi que quand le relogé aura trouvé autre chose, ils pourront rentrer. Mais qui va les informer que le relogé a trouvé un autre logement et que là, il y a une vacance et qu'ils peuvent revenir? Voilà. J'ai une toute dernière question avant de laisser la parole à la salle et avec quelques questions. Et puis, vous pourrez encore discuter avec les auteurs pendant la signature des livres qui sont là. Parce qu'on parle d'histoire sociale. En fait, on parle aussi d'histoire de Paris. Je voudrais souligner la manière dont le livre est écrit. Il est aussi écrit avec des cartes de Maëlle Lenoc, qui est là, mais voilà. Et peut-être finir là-dessus, sur se demander quel Paris ça nous raconte aussi, si on le cartographie, si on objective tout ce qu'on raconte depuis une heure à l'échelle de la ville. Est-ce que les pratiques varient d'un arrondissement à l'autre, d'un Paris social à un autre? De quoi on parle exactement? Ou est-ce que précisément, ce que ça attrape, c'est le sort des Juifs? On est vraiment au croisement entre l'histoire de la Shoah et l'histoire urbaine. On ne l'a pas dit, mais c'est de l'histoire sociale qui est aussi documentée par des archives qui ne sont pas que des archives de la persécution. Donc le fonds en question, il n'était pas archive de la persécution puisqu'il était un peu pas très bien étiqueté, mais on a aussi travaillé avec des archives fiscales, avec l'enquête qui est faite à la Libération pour connaître les locaux vacants ou insuffisamment occupés. Et donc là, on arrive à pister logement par logement pour savoir si les Juifs sont revenus ou si c'est au contraire le relogé qui est encore là dans les années 50. Ça, c'est valable dans tous les quartiers, dans tout Paris. Ce que Éric a montré dans un des chapitres, c'est qu'il y a quand même beaucoup de banlieusards, puisque les bombardements et les sinistrés, c'est quand même d'abord les banlieues. Il y a beaucoup de banlieusards qui en profitent pour rentrer dans Paris et pour s'y installer de façon assez durable. Oui, c'est vrai qu'on a voulu, comme je le disais tout à l'heure, on voulait vraiment documenter aussi ce qui se passe à Paris pendant l'occupation. On nous pose souvent la question, mais comment ça se passait le monde du logement avant la guerre à Paris? Enfin, voilà, est-ce que ce qu'on voit, nous, c'est un peu différent des mécanismes d'identification? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il y a très peu de travaux qui portent sur l'histoire du logement en France et on ne sait pas comment fonctionnait le marché du logement dans les années 30 à Paris. Mais du coup, c'est vrai, quelque part, on a aussi essayé de documenter ça. Et ce qu'on documente, on sent bien que ça prolonge des mécanismes de recherche d'appartements. On sent bien qu'il n'y a pas d'agence immobilière à l'époque. Donc, pour trouver un logement, il faut sillonner des quartiers, interroger les concierges. Là, on voit ce mécanisme-là, et d'où le rôle, évidemment, fondamental des concierges dans toute cette histoire. Et puis, on voit, en effet, comme l'a dit Isabelle,
voilà, on éclaire quelques pans. On voit par exemple beaucoup de banlieusards, mais du coup on éclaire par exemple toute la banlieue nord-ouest, beaucoup d'employés du quartier de Saint-Lazare qui travaillent dans les grands magasins, travaillent dans des banques, qui prennent le train tous les jours pour aller au travail et se disent tiens, finalement, ce serait pas mal d'habiter plus près du travail. Enfin voilà, on sent évidemment c'est une histoire et en effet, toute la topographie de cette réaffectation des appartements, elle est inscrite dans ces grands mouvements de logement, de l'histoire du travail aussi, évidemment, puisque se rapprocher du travail, c'est souvent, au-delà de l'amélioration du confort, c'est quand même un élément qui revient très, très, très souvent. Parce que pour des femmes qui travaillent, veulent venir nourrir leurs enfants le midi à la maison, parce qu'on veut arrêter de passer 1 heure dans les transports, parce qu'avec les alertes et les arrêts intempestifs du transport aérien du fait des menaces aériennes, c'est compliqué d'aller au travail et d'arriver à l'heure. Donc en effet, voilà, il y a plein de choses qui ancrent cette histoire dans un monde parisien quotidien qu'on documente comme ça par petites touches au fil des chapitres. Un tout dernier mot, Sarah, et puis on ouvre. Juste pour dire que, d'abord globalement, pas globalement, ce que tu viens de dire sur le livre, qui est aussi une histoire de Paris, c'est complètement vrai. Et je te remercie sur toutes tes remarques, questions, parce que ça montre une lecture très très fine et très maîtrisée du livre. Et c'est parmi les premières présentations, donc on a de la chance. Et que ce livre, voilà, c'est vraiment, en l'écrivant, on se disait, ah ouais, c'est une des histoires de Paris qu'on aurait bien aimé lire. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Mais que vraiment, ça a été écrit comme une histoire de Paris. Parce que ça fait un moment qu'on dit ça, mais en fait, les Juifs de Paris, ils sont juifs, mais ils sont des Parisiens. Et ça, c'est complètement passé, c'est pas vraiment saisi. Et les cartes, alors on ne peut pas vraiment répondre à ta question sur est-ce qu'il y a des quartiers plus ou moins. D'abord parce qu'il y a toujours des effets de source, et ce fonds n'est pas complet, il en manque. Dans l'Ouest, les Allemands ont aussi réaffecté beaucoup d'appartements directement, donc c'est toujours un problème par rapport aux sources. Mais il y a des cartes effectivement qui montrent, à mon avis, qui sont dans des quartiers très différents, ce qui montre une chose, c'est que tout le monde voyait. Quel que soit le quartier, même dans des quartiers bourgeois où on se dit c'est pas la rue des immeubles industriels, pour le dire vite, même dans ces quartiers-là, on a fait une cartographie des appartements vidés rue Geoffroy dans le 17e. Et en fait, où qu'on se trouve dans la rue, c'est presque impossible qu'on n'ait pas vu au moins un déménagement parce qu'il y en avait partout, tout le temps. Et c'est aussi ça qu'apporte la cartographie, c'est aussi essayer de se mettre le plus possible dans la tête de ce que voyaient les gens à l'époque sans leur prêter des motivations qu'ils n'écrivent pas. Donc, beaucoup d'entre vous se posent des questions sur leur appartement, sur l'appartement de leur famille, etc. On a créé une adresse mail pour aussi récolter vos histoires d'appartements et pouvoir avoir des échanges sur ces questions. Donc, dans la mesure où il n'y a pas énormément de temps, si c'est une question précise sur une adresse, ne prenez pas le micro, s'il vous plaît, pour nous en parler. L'adresse mail est là, vous pourrez la voir, la consulter, la photographier en partant. Voilà, donc ça nous intéresse aussi de collecter aussi des histoires orales et des documents privés pour enrichir. Et on sera disposé à vous donner des cotes, à vous aider le plus possible, même si on ne peut pas faire la recherche pour vous, dans vos démarches. Mais donc juste... c'est pas ça qu'on va traiter dans les questions. Merci beaucoup à tous les trois et merci pour ce livre sur l'organisation de la disparition des Juifs dans la ville.